Voilà, le cours des contrats, je vais vérifier qu'il est bien accessible pour tout le monde. Alors, le contrat, voilà, il est accessible. Je l'avais mis pour les premières années. Le cours donc est accessible. Je vais suivre. Hop, voilà. Normalement, il vous est accessible maintenant, mais je vais suivre donc le déroulé de ce cours. Hein. D'accord. Oui, c'est bon. Merci. Donc, je reviens sur les propos que je tenais. La première chose qui est importante quand vous allez résoudre, puisque je vais vraiment m'attacher à, dans une situation pratique, comment il faut raisonner. Le premier temps, c'est est-ce que je suis en présence d'un contrat ou est-ce que je ne suis pas encore en présence d'un contrat? Puisque évidemment, le régime juridique de la période pré-contractuelle, c'est-à-dire avant le contrat, ne sera pas la même que la période post-contractuelle après la conclusion du contrat. Euh, donc, le contrat, c'est ce qu'on appelle un accord de volonté. Si vous identifiez que les deux parties se sont mis d'accord sur un certain nombre d'obligations, les obligations, c'est ce qui lie les deux parties, vous pouvez dire qu'il y a un contrat. On avait la situation dans notre cours précédent où il y avait une promesse de remboursement. Ça veut dire qu'il y a eu un prêt et donc une obligation de remboursement qui a été née de ce prêt. À partir de là, vous pouvez identifier qu'il y a un contrat. Comme il y a eu un prêt d'argent, la personne a volontairement prêté de l'argent et l'autre s'est engagé à lui rembourser. Vous pouvez très bien, effectivement, là dire, effectivement, on a un contrat puisqu'on a un accord de volonté des deux parties. L'accord de volonté, pour l'une, il réside dans le fait de prêter l'argent et dans l'autre, pour l'autre partie, il réside dans le fait de lui rembourser la somme. Certains, dans leur TD, m'avaient dit oui, mais il n'y a pas d'écrit. Un contrat n'est pas forcément écrit. Un contrat peut tout à fait être oral, c'est simplement, la loi le définit comme ça, c'est un accord de volonté entre deux parties qui va définir des obligations de l'une ou de l'autre. Donc, si on est dans la période pré-contractuelle, vous avez plusieurs formes. Donc là, vous pouvez vous faire un tableau. D'accord? Je vous résume. Vous mettez période avant le contrat, période après le contrat. Dans la période pré-contractuelle, dans le premier tableau que vous allez faire, vous allez mettre les différentes choses qui sont avant le contrat, qui vont se faire avant le contrat, qui pourraient bien sûr être révélées par une situation pratique. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord les négociations. Et après, dans la case à côté, on va marquer ce qu'il faut savoir concernant les négociations. Okay. Ensuite, vous avez l'offre. Donc, vous mettez première case les négociations, deuxième case l'offre. Ensuite, vous allez mettre ce qu'on appelle le pacte de préférence. Et ensuite, la promesse. Alors, dans la promesse, vous pouvez le séparer en deux. Il existe la promesse unilatérale et la promesse qu'on appelle synallagmatique. Ce terme synallagmatique, c'est que tous les deux, on s'est mis d'accord sur la promesse. Alors ça, vous le retrouvez souvent dans les compromis de vente. Par exemple, si vous achetez un appartement ou un immeuble un jour, vous allez d'abord signer un compromis de vente. L'un s'engage à vendre, l'autre s'engage à acheter. C'est une promesse synallagmatique, donc les deux parties sont d'accord. Tout simplement, on rédige ce type de contrat, ce type d'avant-contrat, parce que ce n'est pas encore vraiment de contrat, même si les parties sont liées, parce que la vente d'un immeuble est un acte obligatoirement devant le notaire et qu'il faut prendre le temps de réunir tous les documents, de prendre un rendez-vous avec le notaire, mais on veut sceller, on veut pré-sceller la vente, donc on se fait une promesse. D'accord. Et cette promesse, on va la réitérer, la transformer en contrat une fois qu'on sera devant le notaire. Donc, dans votre période précontractuelle, vous allez donc mettre tous ces éléments, les discussions, ce qu'on appelle les négociations, l'offre, et ensuite le pacte de préférence sur lequel on va revenir, et les promesses. Promesse unilatérale, seule une personne est engagée. Je vous fais une promesse. On le retrouve souvent en matière d'embauche. Je vous fais la promesse d'un contrat de travail. J'attends votre acceptation, mais moi je suis engagé. Et deuxième type de promesse, la promesse synallagmatique, là où les deux sont OK, sont d'accord.
Alors maintenant, regardons un petit peu les spécificités et ce qu'il faut retenir, quels sont les points clés à retenir sur les négociations. Les points clés à retenir sur les négociations et choses sur lesquelles vous pouvez être interrogé éventuellement, c'est en cas de rupture des négociations. On est en train de négocier, on est en train de négocier par exemple un accord de partenariat. Euh, je je m'occupe de la partie des fournisseurs dans un, je sais pas moi, dans un truc de thalassothérapie, d'accord? Moi, je suis la diététicienne et on m'a demandé de trouver le fournisseur qui va nous livrer tous les fruits et légumes. Voilà. Donc, j'ai pris contact avec plusieurs fournisseurs et je suis en train de négocier. Je suis en train de négocier des prix, des ristournes, des délais de livraison, des délais de règlement, etc. Et puis, je suis en train de négocier maintenant avec deux fournisseurs, j'en ai sélectionné deux, et donc je suis en train de négocier avec eux. On s'échange des mails, on a des réunions de travail, etc. Et puis, d'un seul coup, je dis, ben non, il y en a un avec lequel je décide de ne pas travailler, et je vais décider de travailler avec l'autre. Est-ce que celui avec qui je décide de ne pas travailler peut éventuellement euh, m'embêter en termes de responsabilité parce que je lui ai dit non? D'accord. Alors, sur le principe, et ça vous pouvez le noter, sur le principe, la rupture des négociations est libre. J'ai le droit de rompre les négociations comme je veux. Enfin, comme je veux, entre guillemets. Donc, toute personne a le droit, par principe, de rompre les négociations. Celui qui, malheureusement, a été évincé de la négociation ne peut pas se plaindre. Sauf dans le cas où les conditions de la rupture ont été abusives. Donc, sauf si, par exemple, j'ai fait croire à l'autre que j'allais retenir sa candidature jusqu'au dernier moment, puis au dernier moment, bing, je le vire. D'accord. Sans même le prévenir, sans même un coup de fil, je passe un contrat avec un autre. D'accord. Je vais vous donner une situation d'exemple. Je vais reprendre ma négociation. Là, je suis en train de négocier avec deux fournisseurs pour la livraison de tous les fruits et légumes pour le centre de thalassothérapie. Donc, je leur ai demandé de m'envoyer un certain nombre de documents. On a eu des réunions de travail ensemble. Et puis, avec les deux, je leur dis, ah bah, vous savez, vos prix sont super intéressants, je pense qu'on va travailler ensemble, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas encore faire un petit effort? Bon, voilà, ça fait partie de la négociation, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, du jour au lendemain, je ne donne plus aucune nouvelle à l'un des deux fournisseurs et je signe avec l'autre. Le fournisseur qui a été évincé peut éventuellement saisir un tribunal pour rupture abusive des négociations. Parce que je lui ai fait croire d'abord que j'allais traiter avec lui, je l'ai fait travailler pendant les négociations, il a engagé des frais pendant les négociations, réunion de travail, etc., etc., et que quelque part, je ne lui ai même pas dit pourquoi je l'ai évincé. Par contre, si je lui envoie un mail, bonjour monsieur, malgré les efforts que vous avez consentis, nous avons décidé de traiter avec quelqu'un d'autre. Voilà. Là, par exemple, ça serait pas possible de porter l'affaire devant un tribunal. Le tribunal dirait non, la rupture n'est pas abusive. Donc vous, ce que vous devez retenir, c'est par principe, les négociations sont librement, on peut par principe, alors voilà, il y a aussi ce phénomène de principe de loyauté, d'accord, qui vient renforcer effectivement le fait qu'on ne peut pas rompre abusivement les négociations. Le cas le plus classique souvent qu'on donne en cours, le mariage est un contrat, nous sommes tous d'accord. D'accord. Imaginons le fiancé ou la fiancée qui rompt les fiançailles, enfin les deux personnes sont fiancées et puis doivent se marier, et puis au dernier moment, l'autre, bang, dit non, je ne veux plus me marier. Quoi, ça dépend. Le contrat est un mariage, ça c'est sûr, d'accord. Donc, est-ce que celui qui malheureusement a été à qui la fiancée a dit non, je ne veux plus me marier, je pars avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il n'y a pas une rupture abusive de négociation? Ben oui, parce que peut-être que j'ai engagé des frais pour un traiteur, pour la réservation d'une salle, etc. C'est un cas classique où effectivement, on peut à un moment donné se retourner contre la personne qui a abusivement rompu les fiançailles pour une rupture abusive. D'accord. Alors,
c'était pour la petite histoire, c'était la petite anecdote, cette problématique de rupture abusive des fiançailles. Mais malgré tout, vous, ce que vous devez dire, par principe, la rupture est libre, sauf en cas de rupture abusive. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir. D'accord ? Maintenant, concernant l'offre, attention. Concernant l'offre, la personne qui a fait une offre à une autre personne est tenue par cette offre. Elle est obligée d'assumer son offre. D'accord ? Imaginons la situation suivante. Une diététicienne fait appel, encore une fois, à un fournisseur pour qu'il lui fasse une remise de prix concernant la fourniture d'une certaine quantité de matière. Donc le fournisseur vous dit, voilà le prix que je suis prêt à vous faire. Donc le fournisseur fait une offre. D'accord ? Le fournisseur, lui, il est tenu de respecter son offre. D'accord ? Si la personne, la diététicienne dans mon cas présent, décide de ne pas donner suite, elle va lui dire, ok, merci pour votre offre, mais finalement, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Pas de souci. D'accord ? Maintenant, imaginons le cas, et c'est plutôt dans un des cas comme ça, la diététicienne dit, ok, monsieur, votre offre, je suis d'accord, et que l'autre, il dise, ah non, non, moi je suis plus d'accord maintenant. Donc il a fait une offre, l'autre dit, je suis d'accord, et il dit, bah non, c'est plus possible. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que le contrat existe ou pas? Posez-vous la question, est-ce qu'il y a un accord de volonté? Non, puisque le fournisseur ne veut plus. Donc il n'y a pas d'accord de volonté, donc il n'y a pas de contrat. Donc, ce qui se passe dans une situation comme ça, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir éventuellement vous retourner contre le fournisseur et lui demander uniquement des dommages et intérêts. En l'occurrence, ici, les dommages et intérêts, il faut prouver un préjudice. Le préjudice, il ne sera pas énorme. D'accord ? Donc, tant qu'il n'y a pas eu signature, en réalité, c'est dur de se retourner. Alors, je dirais pas signature, parce que vous verrez que il ne faut pas se baser signature. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, euh, en droit, la preuve, c'est important. D'accord ? Et une preuve, c'est bien souvent un contrat qui est écrit et qui est signé par les parties. Donc ça montre que les deux parties étaient OK. D'accord ? Donc effectivement, là, c'est une preuve parfaite. C'est une preuve qui vous permet d'aller devant un juge et de montrer qu'il y avait un contrat. D'accord ? Mais maintenant, imaginons qu'on se croise dans la rue. D'accord ? Je... On est deux copains, etc. Et puis, on vous dit, vous me dites, ben voilà, j'aimerais bien revendre ma montre parce que j'ai besoin un peu d'argent là en ce moment, puis c'est pas une montre sur laquelle j'attache beaucoup d'importance. Et moi, je vous dis, ah bah ok, bah écoute, je te l'achète, mais par contre, elle est un peu crade ta montre là. Ah bah ok, bah écoute, je la nettoie et puis euh, je te la ramène demain. Qu'est-ce qu'on regarde de cette situation? Il y en a un qui veut vendre, il y en a un qui veut acheter. Donc les deux sont d'accord sur le principe. En plus, l'un voudrait que la montre soit nettoyée et l'autre dit ok, je vais la nettoyer, je te la ramène demain. Le contrat est formé. Accord de volonté des deux parties. Le contrat est formé, le contrat existe. Après, est-ce que je suis capable de prouver que le contrat est là? C'est autre chose. D'accord? C'est du droit de la preuve. Alors, j'ai eu là des petits messages qui disaient, effectivement, si on a signé un papier ensemble, ben, je n'aurais pas de problème pour le prouver. D'accord? Si on a eu des échanges de mails qui montrent que lui était vendeur, que moi j'étais acheteur, pas de problème pour le prouver aussi, pour prouver l'accord de volonté des deux. Maintenant, effectivement, s'il devait y avoir un souci, si le lendemain il revient et que cette personne me dit je ne veux plus t'acheter ta montre, je ne veux plus me vendre ma montre, et que moi je dis ah ben non, mais théoriquement le contrat a été formé, je vais t'obliger à vendre, il faudra que je le prouve. D'accord ? Il faudra que je le prouve. Qui doit apporter la preuve en matière juridique? C'est toujours celui qui saisit un tribunal. D'accord ? Donc, imaginons que pour cette situation-là, je saisisse un tribunal et je dise, ben voilà, un contrat a été formé entre monsieur et machin, entre moi et monsieur machin, et monsieur machin ne veut pas exécuter le contrat. Voici la preuve du contrat. Alors, il faut que j'amène la preuve. Si je n'ai pas de preuve, effectivement, là, ça sera un souci. D'accord ? Sans preuve, on ne peut rien faire. Ben non, sans preuve, si c'est vous qui
agissez en justice, vous êtes obligé d'avoir la preuve. C'est pour ça que, bien souvent, tous les contrats passent par l'écrit. Mais encore une fois, juridiquement, il n'y a aucune obligation. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, donc verbalement, ben non, il n'y a pas de preuve. Effectivement, verbalement, il n'y a pas de preuve. Mais il peut y avoir un témoin. D'accord? Et le témoin, il va dire, bah, si, monsieur machin était bien d'accord, monsieur machin est d'accord. En fonction de comment j'amènerai l'affaire devant le juge dira, bah oui, je dis que vous m'avez amené une preuve suffisante pour estimer qu'il y avait un contrat. Mais à la limite, dans votre situation, alors dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est important, mais pour votre cours ici, en droit des contrats, on s'en fout de la preuve. On ne va pas vous interroger sur la constitution de la preuve. On va vous interroger, est-ce que vous savez ce qu'est un contrat ou pas? Un contrat, c'est un accord de volonté. Est-ce que vous le savez, ça? Oui, donc vous aurez les points. Commencez pas à trifouiller, oui, mais il faut qu'il y ait un écrit, etc. Non, on s'en fout de ça. Le cours, il n'est pas basé sur le droit de la preuve. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Effectivement, si on devait porter le litige devant un juge, il va falloir amener une preuve. Effectivement, si on a un écrit signé, si on a un échange de mails, si on a des témoins, tout ça, ça renforce ce que je vais dire au juge. Mais ce n'est pas ça l'important pour vous. L'important, c'est de savoir ce qu'est un contrat. Et un contrat, aujourd'hui, c'est un accord de volonté entre deux parties qui fait naître des obligations. Si vous connaissez votre définition, vous regardez les faits. Est-ce qu'il y a eu accord des volontés entre les deux parties? Oui, donc il y a contrat. Vous embêtez pas à savoir signature, pas signature, écrit, pas écrit, tout ça, on s'en fout. En tout cas, ce n'est pas votre programme. Alors, on ne s'en foutrait pas dans la vie réelle, évidemment. Évidemment que si on a une preuve, c'est beaucoup mieux. Et qu'aujourd'hui, en matière commerciale, tous les contrats sont écrits, ou beaucoup des contrats sont écrits, ou dans tous les cas, on a la possibilité de se ménager une preuve. Alors, revenons sur nos contrats et revenons sur la problématique de l'offre. Donc, l'offre qui a été rétractée par celui qui l'a proposée ne permet pas la formation du contrat. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a une offre. Moi, j'ai accepté l'offre. Le contrat n'est pas formé parce que celui qui, au départ, on l'appelle le pollicitant, celui qui, au départ, proposait, s'est rétracté. Alors, c'est un peu dur, mais c'est le droit, c'est comme ça. C'est la loi. Je vous fais une offre, vous acceptez mon offre, d'un seul coup, je dis, ah ben non, je ne veux plus. C'est terminé, il n'y a pas de contrat. Il n'y a jamais eu de contrat. Parce que jamais je vous ai. Il n'y a plus ma volonté. Ce qui est différent de la promesse. Et c'est là où on peut éventuellement vous interroger et vous mettre une situation où une personne fait une offre et une autre personne fait une promesse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est une promesse, puisque même pour les avocats ou pour les juges, c'est difficile de dire exactement ce qu'est une promesse et de dire exactement ce qu'est une offre. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de critères qui ressortent, mais malgré tout, ça reste compliqué. Quand je vous dis ah bah je vais vous vendre ma voiture 5 000 euros, je vous ai fait une promesse ou je vous ai fait une offre? Compliqué, hein? J'ai quand même dit je vais vous vendre. Je vais vous vendre. D'accord? Ma voiture, je vais vous vendre. C'est pas je vous propose de vous vendre, c'est je vais vous vendre ma voiture pour 5 000 euros. Alors, j'ai même pas de réponse à ce que je viens de vous dire. D'accord? Parce que ça dépendra de l'argumentation que l'avocat pourra avoir et des éléments périphériques. Donc, vous embêtez pas pour ça. Si, voilà, effectivement, une promesse, il y a un prix et il y a que l'élément sur lequel porte la promesse. Une voiture et un prix. Je vais vous vendre ma voiture, il n'y a pas le prix, ce n'est pas une promesse. Vous êtes sûr que c'est une offre. Je vais vous vendre ma voiture à 5 000 euros. Moi, je la qualifierais bien de promesse, malgré tout. Dans tous les cas, vous embêtez pas avec ça. C'est juste pour vous le dire. Si demain, vous avez une situation juridique qui vous est posée avec cette différence entre une offre et une promesse, on dira ça, c'est une offre, ça, c'est une promesse. Monsieur X a fait une offre à Madame Y ou Monsieur X a signé une promesse unilatérale avec Madame Y ou pour Madame Y. On vous dira le terme.
Donc le terme, il est important. D'accord? La qualification, elle est importante. Si on utilise le terme promesse, là, ça fait, s'il y a acceptation de l'autre partie, ça entraîne le contrat irrémédiablement, même si le promettant, à la différence de l'offre, même si le promettant ne veut plus. Vous allez me dire, il n'y a pas d'accord des volontés. Eh oui, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, l'offre ne provoque pas le contrat si l'un des deux n'est plus d'accord. Alors que la promesse provoque obligatoirement le contrat. Bien sûr, si l'autre le veut, hein, évidemment. Même si le promettant ne veut plus. Et ça, c'est important de le noter dans votre petit carré à côté de l'offre. L'offre ne peut pas entraîner le contrat, même si elle était acceptée. En cas de refus, bien sûr, du sollicitant, de celui qui a fait l'offre. Dans le cadre d'une offre, si celui qui a fait l'offre se rétracte, le contrat ne peut pas être formé. Ça, c'est la chose super importante à savoir. Contrairement à la promesse unilatérale, je vous promets ça. Si vous acceptez, même si moi je veux retirer ma promesse, ce n'est pas possible. Ça m'engage. D'accord? Alors, sauf si celui à qui j'ai fait la promesse, finalement, il laisse tomber. D'accord? Je vous fais une promesse, vous l'acceptez. Celui qui l'a accepté, il peut forcer celui qui était au départ le promettant, qui voudrait se rétracter, à contracter. D'accord? Donc, la promesse unilatérale, si elle est acceptée, entraîne le contrat. L'offre, si elle est acceptée, n'entraîne pas forcément le contrat si le sollicitant, si l'offrant décide de refuser. Ça, c'était le point important. Entre la promesse, la différence de régime, quelles sont les conséquences entre la rétractation d'une offre, elle n'entraîne pas le contrat même si l'autre a accepté, et la rétractation d'une promesse, elle peut entraîner le contrat si l'autre a accepté. Ça, c'est une chose. Ensuite, concernant le pacte de préférence, d'accord? Le pacte de préférence, c'est un avant-contrat. Alors, il n'est pas encore qualifié de contrat parce que vous allez voir qu'il n'y a pas eu volonté des deux parties. Le pacte de préférence, c'est quoi? C'est je m'engage à vous proposer à vous en premier le bien que je décide de vendre si toutefois je devenais vendeur. D'accord? Donc, c'est proposer en priorité un bien à quelqu'un. Supposons la situation suivante. J'ai mon cabinet de diététicien à un étage d'un appartement. D'accord? Et puis, j'aimerais bien agrandir mon cabinet. D'accord? Je sais qu'il y a un voisin qui est un appartement d'habitation qui est là depuis un moment. Et je me dis, bah, tiens, j'irais bien ce voisin lui demander de me signer un pacte de préférence. C'est-à-dire que si demain ce voisin devait vendre, il me proposerait obligatoirement à moi, en premier, le bien. Si je n'étais pas d'accord, il pourrait ensuite le vendre à quelqu'un d'autre. Mais ça l'oblige à me proposer en premier le bien. Sans pour cela qu'on ait fixé de prix. Mais ça me met en position de préférence, en position de premier à qui on a proposé le bien. D'accord? Donc ça, c'est le pacte de préférence. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'un pacte de préférence, que se passe-t-il et quelles problématiques peut-il se passer? La première problématique, c'est que la personne propose à quelqu'un d'autre et oublie de me le proposer. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle va proposer et vendre son bien en violation d'un pacte de préférence qui avait été signé avec moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux solutions. Tout va dépendre de l'acheteur. La personne qui a acheté ce bien qui devait m'être proposé en premier. Que va-t-il se passer? Si cet acheteur était au courant qu'il y avait un pacte de préférence, je veux pouvoir faire péter la vente et récupérer le bien. Bien sûr, il faudra payer. Donc, en cas de vente en violation d'un pacte de préférence, si l'acheteur est au courant du pacte, je peux récupérer le bien en payant. Donc, je peux casser le contrat qui a été conclu entre celui qui était la personne qui a fait l'acte de préférence et le bénéficiaire. Maintenant, si l'autre personne n'était pas au courant qu'il y avait un pacte de préférence entre le vendeur et moi-même, je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est attaquer
le vendeur en dommages et intérêts. Et donc, je ne pourrai pas récupérer ce bien. Ça, c'est le pacte de référence, ce que c'est et ce qui se passe quand il y a eu violation du pacte de préférence. Ensuite, on avait le dernier contrat, qui est le contrat synélagmatique. D'accord, pardon, pas le contrat, la promesse synélagmatique. C'est pratiquement déjà un contrat. D'accord. Même si l'acheteur était au courant du pacte, attendez, hop, je vais regarder votre question. Alors, mais même si l'acheteur était au courant du pacte de préférence, il va bien se garder de le dire. Non. Alors, même si l'acheteur était au courant, il va bien se garder de le dire. Oui, mais il prend des risques. Il prend des risques, l'acheteur. Il prend le risque que le bien, finalement, il lui soit repris. On a trois personnes, d'accord. Donc moi, je suis le bénéficiaire du pacte. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je suis diététicien, je suis installé et j'ai donc, je vais vous expliquer comment on peut le prouver. Et j'ai donc éventuellement demandé et signé un pacte de préférence avec mon voisin. Mon voisin est donc obligé de me proposer le bien en premier. D'accord. Et puis, il ne me le propose pas, il le vend à quelqu'un d'autre. Peut-être parce qu'il ne voulait pas, ou peut-être parce que l'autre personne lui a proposé un super prix. D'accord. Voilà, il le vend à quelqu'un donc en violation du pacte. Cette personne, je sais qu'elle était au courant du pacte. Alors, elle peut se garder de le dire, tout à fait, mais elle prend un risque, parce que dans ces cas-là, moi, je peux très bien dire, bonjour, monsieur le juge, moi, j'avais un pacte de préférence, il a vendu sans me le proposer, donc, je vais faire casser la vente qui a eu lieu et je vais récupérer le bien en payant le prix. Alors, ça, c'est le principe. Maintenant, vous me dites, comment je peux savoir que l'autre était au courant ou que l'autre n'était pas au courant? Alors, effectivement, ça peut être une difficulté. D'accord. Il faut que je prouve que la personne qui a acheté était au courant qu'il existait un pacte de préférence. Compliqué. Mais dans certaines situations, c'est faisable. Notamment, par exemple, si je dis à tout le monde que j'ai un pacte de préférence. J'essaye, moi, de le dire au plus de personnes. Alors, je vais vous prendre un exemple très spécifique, mais qui vous montre que c'est possible, même si c'est compliqué dans certaines situations, c'est possible. Dans une société, on a créé, et vous verrez qu'un de nos prochains chapitres, ça va être si le vendeur se retourne contre son acheteur, en précisant qu'il y a un pacte. Alors, attendez, hop, je répondrai à cette question après. Donc, on a créé une société, une SARL, vous verrez, on étudiera les formes juridiques. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs associés. Chacun des associés détient un pourcentage de la société. On a trois associés, deux qui possèdent 25% des parts et un qui possède 50% des parts de la société, par exemple. Et puis, je signe un pacte de préférence, parce qu'un pacte de préférence peut concerner un immeuble, c'est souvent le cas, mais peut concerner aussi ce qu'on appelle des parts sociales, c'est-à-dire des pourcentages d'une société. Et je vais voir l'autre personne qui a 25% et je lui dis, écoute, si un jour tu vends, j'aimerais bien que tu me les proposes à moi en premier. Le mec dit d'accord. Alors, la personne dit, OK, je veux bien te les proposer en premier. On ne sait pas, peut-être, il va simplement faire la proposition. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord et à partir de là, il est libre, il les vendra à qui il veut. Mais rien qu'il est obligé au moins de me les proposer. Et bien moi, ce que je vais faire, c'est qu'en assemblée générale, quand tous les associés sont là, je leur dirai, messieurs, je vous préviens, il y a un pacte de préférence entre monsieur X et moi-même. Donc toute personne qui s'amusera à acheter les parts de monsieur X sans que celui-ci me les ait proposées préalablement, eh ben, je pourrais agir contre elle et à partir de là, je pourrais faire casser la vente. Voilà, par exemple, un moyen qui me permet de me dire, hey, vous étiez tous au courant puisque je vous l'ai dit. Je l'ai même fait noter dans le procès-verbal de compte-rendu de l'Assemblée générale. Dans le procès-verbal de copropriété, par exemple, quand on habite dans un appartement. En général, quand vous achetez, vous consultez les procès-verbaux
de copropriété, ça vous permet de savoir les travaux qu'il y a en cours, les travaux qu'il y a prévus, ce que les gens se sont dit quand c'est une copropriété. Et ben vous le faites noter dans la copropriété, ça permet de dire c'était impossible que vous ne le sachiez pas. Ça, c'est comment prouver que l'autre était au courant. Alors, si le vendeur se retourne contre son acheteur, en précisant pourquoi le vendeur se retournerait contre l'acheteur, puisque c'est lui qui a volontairement vendu à un acheteur en violation d'un pacte de préférence, en violation de la promesse qu'il avait faite à une autre personne. Donc, je ne vois pas pourquoi il pourrait se retourner et pourquoi il voudrait se retourner contre l'acheteur. Alors, on va quitter la partie des avant-contrats, de cette période pré-contractuelle, d'accord, pour maintenant aller sur un point aussi crucial du contrat. Donc, vous pouvez faire dans votre tableau, vous avez mis les différents éléments que je vous ai mis pour la période pré-contractuelle. Deuxième problématique, le contrat. Hop, on met le contrat, vous pouvez mettre cette définition, c'est un accord de volonté qui fait naître des obligations entre les parties. Boum, définition assez classique. Vous marquez ça dans votre copie, vous avez la totalité des points si jamais on devait vous demander la définition du contrat. Le point le plus crucial dans un contrat est la situation juridique. Si on devait avoir un thème sur les contrats, c'est la notion de validité du contrat. Et là, vous allez retenir la règle des 3 C. Pour qu'un contrat soit valable, il faut que 3 conditions cumulatives soient réunies. 3 conditions cumulatives soient réunies. Ces 3 conditions, c'est le consentement. Je répète, le consentement, il faut le connaître par cœur. Pour qu'un contrat soit valable, il faut que 3 conditions soient réunies. 2 points. Le consentement, la capacité des parties, je vais revenir après sur chaque point, ne vous inquiétez pas, la capacité des parties et le contenu du contrat. Si l'une de ces 3 conditions fait défaut, le contrat n'est pas valable. Un contrat n'est pas valable qui encourt la nullité. Le contrat sera nul, n'aura jamais existé. Je répète cette notion qui est primordiale. On va vous dire, voilà, il y a un contrat entre telle et telle personne. Voilà tel problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous allez dire, pour qu'un contrat soit valable, il faut que 3 conditions soient réunies. Il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé, il faut qu'il y ait la capacité des parties à contracter, et il faut qu'il y ait un contenu licite et certain. Dans le cas présent, on a tel problème, donc le contrat n'est pas valable. Par conséquent, le contrat est nul. Par conséquent, les parties vont être remises telles qu'elles étaient avant la conclusion du contrat. Si on porte sur l'acquisition ou la vente d'un bien, eh ben, le vendeur rendra l'argent à l'acheteur et l'acheteur rendra le bien au vendeur. Alors maintenant, apportons quelques précisions quant à ces 3 conditions de validité du contrat, que sont le consentement libre et éclairé, la capacité des parties et le contenu contractuel. 3C. Consentement, capacité, contenu. Voilà pourquoi je disais la règle des 3C tout à l'heure. Alors, parlons du consentement. Le consentement, c'est j'ai donné mon accord. D'accord, c'est ça le consentement. Dans quelles conditions j'ai donné mon accord? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent truquer cette notion de j'ai été volontaire? Mon accord de volonté, vous l'avez obtenu librement. Je l'ai donné librement, de façon éclairée. Il y a 3 possibilités pour que le consentement d'une personne ait été obtenu de façon viciée. On appelle d'ailleurs ces 3 choses les vices du consentement. D'accord? Voilà, exactement. J'ai pas mis une lunette, exactement, Louise. C'est ce qu'on appelle les vices du consentement. Donc, c'est 3 choses qui vont venir altérer le consentement d'une personne. Ces 3 choses sont, ça il faut les connaître par cœur, l'erreur, le dol et la violence. Exactement. D'accord, il y en a 3, il faut les connaître. Donc, vous marquez les vices du consentement, 3 choses. Et on va bien sûr déterminer ce que sont ces 3 choses. D'abord, l'erreur. Assez facile à comprendre. Si on schématise un petit peu, je me suis trompé sur ce que j'achète. D'accord. Alors, l'erreur, j'ai acheté un terrain, je pensais que le terrain était constructible, finalement, le terrain n'est pas constructible. C'est une erreur. D'accord. En général, on ne va pas trop vous interroger sur l'erreur. C'est un peu compliqué, il y a quand même des conditions qui doivent être réunies.
L'erreur doit porter sur une chose importante, d'accord? L'erreur doit être excusable. L'erreur doit exister au moment de la signature du contrat et ensuite la vérité doit être révélée. Enfin, voilà, il y a des conditions dans lesquelles je ne vais pas rentrer trop en détail, qui ne sont peut-être pas forcément marquées. L'erreur, bah, c'est se tromper sur la nature du contrat, tout simplement, ou sur la nature du bien que j'ai acheté. Maintenant, concernant le dol, moi je vois plutôt quelque chose comme le dol. Le dol, c'est quoi? Le dol, c'est un mensonge qui a été fait par l'autre partie et qui lui a permis d'obtenir votre signature, donc qui a permis d'obtenir votre consentement. On ne va pas confondre dol et vice caché. Le vice caché, c'est vraiment une autre notion juridique. Nous, on s'attache au dol, et je vais vous donner des situations qui se rapprochent pour certaines du vice caché, mais pas forcément. Je vends mon appartement, et je vous dis, voilà, c'est un super appartement, il n'y a aucun bruit. Le quartier est calme, et je vous vends 100 000 euros. Vous acceptez ma proposition, donc on signe un contrat de vente, exactement, mentir volontairement. Mais en fait, je viens de vous mentir. C'est pas vrai. Le quartier n'est pas du tout calme. En dessous de l'appartement, il y a un bar. Mais simplement, moi, j'ai appelé le bar avant. Puis je lui ai dit, est-ce que tu peux baisser la musique? Je suis en train de faire visiter mon appartement. À partir de là, il y a eu donc une manœuvre qu'on appelle manœuvre dolosive, exactement, qui a permis de truquer un peu les choses, de vous mentir. De vous mentir sur quelque chose qui est important. Parce que quand on achète un appartement, vous en conviendrez avec moi que qu'il n'y ait pas trop de bruit, c'est quand même relativement important. Ça veut dire que si j'avais su la vérité, je n'aurais pas signé. On m'a menti volontairement, il faut que ça soit volontaire. Si c'est une erreur qui n'est pas volontaire, ça ne sera pas un dol. Il faut que l'autre partie ait volontairement fait une manœuvre ou ait volontairement menti afin d'obtenir le consentement de celui qui va être lésé finalement dans mon histoire. D'accord? Donc voilà ce qui caractérise le dol. Et donc le dol est un vice du consentement qui va donc entraîner la nullité du contrat, qui va entraîner l'invalidité et donc la nullité du contrat. Concernant la troisième chose, je ne vais pas m'y attarder très longtemps, c'est la violence. D'accord? C'est forcer quelqu'un à signer. D'accord? Forcer quelqu'un quant à l'obtention. Alors la violence, elle peut être la contrainte physique. Bon, ça, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ça peut être aussi la contrainte morale ou l'état de dépendance morale. Il y avait eu cette affaire d'une petite vieille dont le petit-fils avait réussi à lui faire signer la vente de ses appartements à un prix très modique, d'accord, parce qu'il faisait ses courses tous les jours, il s'occupait de la grand-mère, etc. Et qu'à un moment donné, il y avait un état de dépendance qui se crée entre la mamie et cette personne-là, et que cette personne-là a profité de cet état de dépendance pour obtenir le consentement de la mamie. D'accord? Donc là, ce n'est pas une violence physique, c'est profiter d'un état de dépendance et en tirer un avantage excessif. Donc ces trois vices, que sont l'erreur, le dol et la violence, entraînent un vice du consentement et donc vont altérer le consentement et donc vont entraîner la nullité du contrat, l'invalidité du contrat. Quand on disait donc nos 3C, on a parlé du consentement libre et éclairé, donc qui ne soit pas vicié par une des trois choses dont on vient de parler. Ensuite, je vous ai dit la capacité des parties. Donc, il faut que les parties soient capables juridiquement de contracter. Ça veut dire quoi? Il faut être majeur, effectivement, hors les actes de la vie courante, puisqu'un mineur peut très bien acheter un petit pain. Or, l'achat d'un petit pain, c'est un contrat de vente. D'accord? Exactement, Louise, les personnes sous tutelle ou sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Donc, je reviens sur mon affaire de mineur. Un mineur qui fait un acte de la vie courante, ça ne pose pas de souci. Le contrat est valable. D'accord? Un mineur qui va acheter un ticket de métro, le gamin, il a 17 ans, il achète un ticket de métro, il vient de passer un contrat de transport avec une société qui est la société de métro. D'accord? Personne ne reviendra mettre en cause ce contrat. Un gamin qui achète émancipé, oui, c'est possible. On parle de mineurs non émancipés, évidemment.
Donc un gamin qui achète un petit pain, c'est un contrat de vente, on ne peut pas venir remettre en cause. Par contre, un enfant qui arrive dans voilà, un véhicule, par exemple, allez, on va prendre l'histoire du véhicule, j'ai 17 ans, d'accord, bon, physiquement, je peux paraître plus, d'accord, et puis je signe un bon de commande qui vaut pratiquement promesse d'achat, d'accord, dans un garage pour acheter un véhicule de 8 000 euros, d'accord. Ben, le contrat va être annulé parce qu'il y a un défaut de capacité du mineur qui ne peut pas passer ce type d'acte, puisqu'on est tous d'accord que acheter un véhicule, ce n'est pas un acte de la vie courante. Voilà pour la partie du mineur non émancipé, mais vous avez aussi toutes les personnes dont, effectivement, comme disait Louise tout à l'heure, je pense que c'était Louise, ou Cécile, pardon, Cécile, comme disait Cécile, avec une altération des facultés mentales. Et donc, ces personnes qu'on dit incapables, justement, incapables majeurs, sont protégées, d'accord. Et généralement, elles sont aidées dans la gestion de leur patrimoine, de leurs biens, etc., par. Alors, il y a trois formes, hein. Il y a la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, ces majeurs qu'on appelle des majeurs protégés, parce qu'il y a un problème d'altération des facultés mentales, ne peuvent pas non plus signer le contrat, sauf avec l'accord de leur tuteur. Voilà pour la partie être capable. D'accord. Donc, on avait vu la partie du consentement, on avait vu la partie de la capacité. Ensuite, on va voir la partie du contenu, et là, je vais être assez rapide. Il faut que le contenu soit légal, licite, et il faut qu'il soit certain. D'accord. Ce qui veut dire clairement, ben, vous savez peut-être que demain, je ne peux pas vendre mon bras. Au contraire, pas contraire à l'ordre public, exactement. D'accord. Vous savez que légalement, le commerce du corps humain est interdit. Donc un contrat que j'aurais signé avec quelqu'un pour la vente de mon bras, ou de mon doigt, ou de mon oreille, peu importe, c'est un contrat qui serait invalable, enfin qui serait invalide, qui ne serait pas valable. Évidemment, on peut parler de la vente de stupéfiants, de toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire, tout simplement, qui sont contraires à l'ordre public, qui ne sont pas sur le marché, ou qui sont illégales. Donc, tous les contrats qui porteraient sur un contenu illicite sont des contrats qui sont nuls. D'accord. Donc ça, c'est relativement facile et à mon avis, ce n'est pas là-dessus qu'on va vous interroger, mais moi, je vois très bien un cas pratique vous exposant une problématique de dol. D'accord. Monsieur, dans capacité, il n'y a pas aussi un rapport avec les capacités mentales? Ben oui, c'est ce qu'on nous avons dit tout à l'heure, mademoiselle. Les incapables sont bien souvent des gens dont les facultés mentales sont altérées, diminuées, et qui sont donc incapables de gérer eux-mêmes leur argent, les contrats qu'ils signent, etc. Et donc ils sont aidés, surveillés par ce qu'on appelle des tuteurs ou des curateurs. D'accord. D'accord, j'ai cru que c'était que des majeurs. Ben, en général, ce sont des majeurs, hein, puisque le mineur, de toute façon, il est incapable, on le sait, enfin, il est incapable de par sa minorité. Et j'ai parlé sans doute de majeurs incapables, parce que bien souvent, ce sont des majeurs. Alors, un mineur qui aurait donc en plus une altération des facultés mentales, il est doublement incapable. Il est incapable de signer un contrat hors acte de la vie courante parce qu'il est mineur. Il est incapable aussi de signer un contrat parce qu'il serait sous curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice. Alors, voilà sur ces problèmes de validité du contrat et je vous propose de faire à l'oral comme ça, de vous montrer comment on résoudrait un cas pratique. Voilà, que je vais reprendre un petit peu tous les exemples que l'on a fait, une situation pratique que l'on pourrait vous poser et comment il faut la résoudre. D'accord. Je vais prendre un cas concernant la validité d'un contrat. D'accord. Problème de validité d'un contrat. On va prendre par exemple une diététicienne qui entend acquérir un bien immobilier auprès d'un vendeur, d'accord. Et il s'avère qu'une fois que le contrat est conclu, une fois qu'elle rentre dans son nouveau cabinet, elle s'aperçoit qu'il y ait des poutres qui sont minées par des mythes. Il y a des mythes de bois dans les poutres. Et donc, qui demanderaient beaucoup de réparation et qui risquent surtout d'affaiblir la structure et que le bâtiment, à un moment donné, s'écroule.
Dans les faits qu'on va vous énoncer, on vous dit que le vendeur était au courant de la présence de mites de bois dans les poutres et que c'est justement parce qu'il y avait des mites de bois que lui voulait vendre. Que dans tous les cas, il avait lui-même dit qu'il n'avait aucune obligation d'informer l'acheteur de la présence de mites de bois et donc de la fragilisation de la structure. Il n'avait aucune obligation d'information vis-à-vis de l'acheteur. D'accord. Et on vous dirait, voilà, que peut faire Madame X, donc qui est diététicienne et qui a acquis ce nouveau bien immobilier dans lequel elle voudrait installer son cabinet, mais qui aujourd'hui est complètement risqué, puisque, je vous dis, il y a la présence de ces mites de bois. Alors, comment résoudre ce cas pratique? Saisir le faire annuler le contrat pour Dol. Ok, alors, ce que vous venez de faire, mademoiselle, c'est la réponse. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas la réponse. On veut que vous utilisiez ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme, on a dû vous l'expliquer l'année dernière, d'accord? Alors, si on ne vous l'a pas expliqué, ce n'est pas grave, je vais vous réexpliquer. Vous devez montrer au correcteur que vous connaissez les choses. Donc, vous devez, dans un premier temps, dans un premier bloc, dire ce que dit le droit, d'accord? Sans faire aucune référence à votre cas présent, d'accord? Vous devez dire ce que dit le droit. Donc, concrètement, vous allez expliquer autour de quoi tourne la validité d'un contrat. La deuxième chose, vous devez donner les faits qui vont permettre de rapprocher le droit de la situation. Donc, vous devez donner les faits. Et troisième partie, vous donnez votre solution. Ce que vous venez de faire, Myriam, c'est de me donner la solution. C'est très bien, sauf qu'il manque deux parties. Si votre réponse, votre réponse est bonne, hein, d'abord, mais vraiment, elle n'est pas justifiée. D'accord. Et deuxièmement, elle est beaucoup trop courte. Alors, j'imagine que vous ne la rédigeriez pas comme ça sur votre copie, mais ça appelle vraiment tout ce raisonnement. Ça appelle d'abord, dites ce que vous connaissez du droit. Donc, dans cette première partie, vous allez dire que le contrat, pour que le contrat, alors au BTS, ce sont des cas pratiques ou des questions de cours. Ce sont des cas pratiques. Ce sera uniquement des cas pratiques. Ce ne sera pas des questions de cours. D'accord. C'est le cas pratique que je suis en train de vous présenter, qui pourrait être, par exemple, l'objet du BTS. Donc, vous devez, ce que le correcteur attend, c'est que vous donniez toutes les conditions de validité du contrat. D'accord. Donc, vous allez commencer en disant, voilà, en droit, pour qu'un contrat soit valable exactement, vous allez donner votre règle des 3C. Alors, ça ne s'appelle pas règle des 3C, hein, mais vous allez donner votre règle des 3C. Donc, vous allez dire, en droit, pour qu'un contrat soit valable, 3 conditions doivent être réunies. Il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Il faut que les parties soient capables de contracter et il faut que le contrat porte sur un objet licite et certain. Alors, il faut que le contenu contractuel soit licite et certain. Vous avez donné le droit. D'accord. Alors, deux solutions. Soit vous donnez un petit bout de fait et vous revenez sur du droit, ou soit vous donnez tout votre droit. Moi, j'aime bien quand on fait des allers-retours entre les droits et les faits. Mais je vais vous la faire comme ça. Donc, vous voyez, vous venez de donner toutes les conditions de validité du contrat. Vous allez dire, ici, en l'espèce, dans notre cas présent, le problème de contenu, le contenu contractuel, le contrat porte sur l'acquisition d'un immeuble. Il n'y a rien d'illicite. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir étudier. Deuxièmement, a priori, les parties ont la capacité de contracter. Aucune n'est mineure, aucune n'est sous tutelle ou curatelle ou sous sauvegarde de justice. Donc, par conséquent, ce n'est pas sur le terrain du contenu contractuel, ce n'est pas sur le terrain de la capacité des parties à contracter que va se porter l'étude. Vous venez de donner une première conclusion en disant c'est sur le terrain du vice du consentement qu'il va falloir aller. Donc, vous voyez, j'ai donné du droit, j'ai dit les 3 conditions du contrat. J'ai donné les faits et j'ai éliminé ce qui ne m'intéressait pas, la capacité et le contenu. Et j'ai donné une première conclusion, une première sous-conclusion pour dire j'ai éliminé contenu et capacité, je vais m'atteler maintenant au consentement. Vous redonnez du droit. Le consentement peut être vicié par 3 choses. L'erreur, vous expliquez ce que c'est que l'erreur, c'est quand l'une des parties. Oui, les réponses doivent être organisées absolument comme ça. C'est quand l'une des parties se trompe
sur le contenu du contrat, d'accord? Sur l'objet du contrat. Le dol, c'est quand l'une des parties sciemment, volontairement, intentionnellement ment à l'autre ou oublie de lui donner une information importante, puisque le dol, c'est ça, c'est soit un mensonge ou soit omettre volontairement de donner une information importante. Et enfin, la violence, qui est la contrainte physique ou psychologique, afin d'obtenir le consentement d'une personne. Vous venez de donner tout votre droit. On revient sur nos faits. Ici, que s'est-il passé? Le vendeur a volontairement, intentionnellement, omis de préciser que les poutres étaient attaquées par des mythes. Par conséquent, le dol est caractérisé par le mensonge ou l'omission d'une information importante. Par conséquent, le contrat peut être annulé pour vice du consentement, pour consentement vicié par un dol. C'est bien comme ça que vous devez résoudre votre cas, en faisant soit des gros blocs de droit. Vous auriez pu tout mettre dans un premier bloc, le droit. Vous auriez expliqué les conditions de validité, vous auriez expliqué les conditions des vices du consentement, vous auriez expliqué ce que c'est qu'un dol. Et ensuite, vos faits, en l'espèce, ici, effectivement, le dol peut être caractérisé parce que monsieur machin a menti, parce que monsieur Trucmuche a oublié de donner une information importante concernant les mythes, etc. Par conséquent, c'est une caractéristique du droit, donc le contrat peut être annulé. Moi, je vous l'ai fait avec des petits allers-retours entre droit, fait, conclusion, droit, fait, conclusion, mais vous auriez très bien pu avoir tout un bloc de droit. Clairement, vous me dites, tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que c'est des questions de cours? La résolution d'un cas pratique passe obligatoirement par l'obligation de donner du cours, de montrer ce que vous savez de votre cours. Donc, dans le cas que je vous ai traité, dans la première partie, quand vous donnez votre droit, quand vous dites ce que vous connaissez du droit, vous donnez votre cours finalement. Ensuite, vous l'appliquez au cas d'espèce, aux faits qui vous sont soumis, pour ensuite en tirer une conclusion. Et je vais vous dire, clairement, même si votre conclusion n'est pas bonne, parce que vous avez dit que, je ne sais pas, moi, alors, a priori, on devrait vraiment vous donner des solutions très claires, d'accord, des choses qui sont factuellement très claires, où il n'y a pas d'ambiguïté, où vous devez atterrir sur le dol. Mais on pourrait aussi, alors ça me paraît beaucoup moins probable, vous donner une situation avec des interprétations qui peuvent aller vers le dol ou ne pas aller vers le dol. Alors, je vais vous donner une situation, par exemple. Vous décidez d'acheter un véhicule, vous pensez que les sièges arrière se rabattent et ils ne se rabattent pas. Est-ce que c'est une erreur ou pas une erreur? Est-ce que vous avez fait une erreur ou pas une erreur? Certains me diront oui, d'autres diront non parce que ce n'est pas un élément important. Mais si vous m'avez fait tout le raisonnement, l'erreur, par exemple, c'est quand on se trompe sur les qualités essentielles de la prestation que j'ai achetée. Ici, moi, je considère que le fait que les sièges soient rabattables, c'est important pour moi. C'est une qualité essentielle. Donc, je conclus, c'est une erreur. C'est super, vous m'avez fait le droit. Vous m'avez dit ce que vous pensez. Vous m'avez donné votre conclusion. C'est relativement pertinent. Pour moi, vous avez 90% des points. Même si le corrigé dit, non, finalement, ce n'est pas une erreur. Parce que ce n'est pas une qualité importante pour un véhicule. La qualité importante, c'est que le véhicule roule. Donc vous voyez que la méthodologie de résolution, elle a pratiquement autant d'importance que la solution que vous allez donner. Si vous avez bien raisonné, si vous avez été logique dans votre raisonnement, si vous avez respecté ce qu'on vous demande, c'est-à-dire le syllogisme, le droit, l'effet, la conclusion, vous aurez pratiquement le maximum de points, même si à un moment donné, votre solution diverge avec la solution qui est proposée par le corrigé. Donc, retenez bien ça. Faites-vous votre fiche. Je pense qu'à un moment donné, je vous donnerai des petits cas. Alors, celui qui veut les traiter, il les traite. Celui qui ne veut pas les traiter, il ne les traite pas. Je ne peux pas vous obliger à travailler. Mais je pense que je prendrai le temps ce week-end de vous poster 2 ou 3 cas comme ça. Et puis, alors, soit vous les faites de votre côté, et puis j'en fais juste une petite capsule pour la correction en 5 minutes. Ou soit
vous me le rendez et je vous le corrige sans aucun problème, avec notation ou sans notation. Ce n'est que du plus dans le cadre de ces cours de révision. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à cette partie-là de contrat? J'ai abordé les choses les plus importantes, faire la différence entre une situation contractuelle ou non contractuelle, et dans chaque situation qui est pré-contractuelle, quel est le régime juridique qui vient derrière. Et puis ensuite, au niveau du contrat, surtout ce qui est important, c'est les conditions de validité du contrat. A priori, il n'y a pas de questions, ou tout le monde a très faim, comme moi d'ailleurs, je vous rassure. Eh bien, écoutez, on va se quitter là pour ce soir. Vous aviez un document sur la période d'essai, pourriez-vous me dire où je peux le trouver? C'est une capsule que j'ai faite en vidéo, mademoiselle. Regardez vos cours, vous allez le retrouver. Je crois que c'est une capsule que j'ai faite dans les tout premiers cours. Et on se dit pour tous, à la prochaine fois, vendredi, n'oubliez pas, vous devez voir le cours sur les calculs des intérêts, les calculs financiers. Voilà, allez, bonne soirée à tous, à bientôt.